Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Bourdeaux News. Aujourd'hui, les kids sont partis en vadrouille pour visiter la station d'épuration de Lausanne. On va leur demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Alors, ça vous a plu ? Oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette visite ? L'eau, les machines. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus dans cette visite ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Est-ce que maintenant tu vas faire plus attention à l'eau quand tu seras chez toi ? Oui. Et puis tu vas faire partager ça avec tes parents ? Oui. Et puis toi, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cette visite ? Quand j'ai vu le feu. C'était impressionnant, hein ? Oui. Ok. Alors tout de suite, je vous laisse partir en balade avec eux pour voir comment ça se passe à la station d'épuration. Nous sommes donc allés avec les kids visiter la station d'épuration de Lausanne. Ce sont les eaux usées de la ville de Lausanne et de 15 communes environnantes, soit environ l'équivalent de 240 000 habitants. L'eau arrive dans 2 collecteurs principaux, dits Lausanne et Ouest, pour déboucher dans les bâtiments des désableurs, des grilleurs. Les ponts racleurs ont 2 fonctions. La première est de pousser les boues lourdes décantées en direction de l'autoroute vers les trémies de pompage. La deuxième consiste à récolter les boues légères, type graisse, Q-tips, mégots de cigarettes, etc., au moyen des racleurs de surface. L'eau ayant traversé la décantation primaire ne retient plus qu'une pollution dissoute. Dans les bassins biologiques se trouvent des boues dites actives. Ces boues sont ensuite séchées et mélangées avec des déchets d'ammoniac et sont ensuite brûlées. Je m'occupe du pesage des camions, du contrôle des factures, du secrétariat en général et notamment des visites pour les écoles. En parlant d'école, est-ce que vous sentez qu'il y a un enjeu particulier ces derniers temps ou peut-être ces dernières années pour ce qui se passe ici ? On reçoit beaucoup d'écoles. Je crois que maintenant ils ont un programme dans leur livre de géographie qui parle justement de l'eau et de l'assainissement. Donc là, je me suis rendu compte c'est vrai qu'on avait plus d'écoles. Ce qui les choque le plus, c'est quand on va au bâtiment des décrieurs, où toutes les eaux arrivent, et puis qu'ils voient tout ce qu'on récupère de l'eau. C'est-à-dire des cotons-tiges, de la ouate, des serviettes hygiéniques et tout ça. Alors, ça représente entre 2 tonnes et 2 tonnes et demie par jour. Donc éviter de mettre les restes de nourriture, les préservatifs et autres dans les WC. Puis moi, je pense que maintenant que les enfants, comme on les sensibilise, ça aide aussi peut-être à ce qu'ils n'ont pas là leurs parents et puis de temps en temps leur rappeler que le comportement qu'on doit avoir. Est-ce qu'il y a une question des enfants qui est récurrente à chaque visite ? Eux, ce qui les intéresse, c'est la profondeur des bassins, savoir si quelqu'un est déjà tombé dedans. Enfin, c'est plus... Ouais, des fois, ce genre de détails, quoi. Faites attention à ne pas mettre n'importe quoi dans les WC, à économiser l'eau aussi, hein, quand vous vous lavez les dents, arrêtez l'eau pendant que vous vous brossez les dents. Parce que on a de la chance, on peut utiliser l'eau comme on veut, mais il y a quand même bien des endroits où ce n'est pas le cas. Alors voilà, mais enfin, le mot d'ordre serait ne mettez pas n'importe quoi dans les WC. Maintenant, nous allons voir un sujet du CICR sur le Darfour. Ils nous ont attaqués jusque dans nos maisons. Ils ont pris tout ce que nous possédions. Les hommes, ils les ont fait prisonniers ou ils les ont tués. Lorsque nous sommes arrivés ici, on nous a dit qu'on nous construirait des maisons, mais nous n'avons toujours pas d'abri, pas de toit sur nos têtes. Nous n'avons plus rien. C'est très dur. En 3 ans de conflit au Darfour, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie ou ont dû fuir leur maison et leur village.
Malgré l'accord de cessez-le-feu signé en 2004, une très grande insécurité règne dans cette immense région du Soudan. Les affrontements entre groupes armés et les attaques contre les civils répandent la peur dans la population. Les rythmes habituels de la vie quotidienne se déroulent à l'ombre du conflit. Dans cet environnement sans loi, le pillage et le banditisme sont en augmentation. La vie est particulièrement dure dans les villages reculés. De nombreux habitants sont allés se réfugier dans des camps. Les autres sont restés confinés chez eux par crainte de la violence. Ils ne peuvent plus sortir pour se rendre au marché, échanger leurs produits ou se faire soigner lorsqu'ils en ont besoin. L'une des rares organisations qui ont accès à ces villages est le Comité international de la Croix-Rouge. À Bir Meza, dans le nord Darfour, un chirurgien du CICR soigne les combattants et les civils victimes des affrontements permanents. Ce combattant de la SLA a reçu une balle qui a provoqué une mauvaise fracture de la jambe. Il doit être opéré. Sa fracture n'est pas stabilisée. Pour guérir, il lui faudrait une attelle qui maintienne un alignement correct de la tête du fémur. L'équipe chirurgicale du CICR est de garde 24 heures sur 24. Elle se déplace selon les besoins en avion ou en voiture. Ces spécialistes installent leurs salles d'opération dans les lieux les plus démunis, souvent sans eau ni électricité. Lorsqu'on parvient à trouver une simple salle propre comme celle-ci, on s'estime déjà heureux car tout est relatif. Dans certaines régions, nous devons installer notre tente, mais parfois il y fait très chaud et c'est très peu commode de travailler dedans. Malgré les difficultés, l'équipe chirurgicale du CICR redonne un espoir de vie aux blessés de guerre. Ces patients ne peuvent pas se déplacer en raison de la situation politique et militaire. S'ils ne reçoivent pas de soins médicaux sur place, ils ne reçoivent pas de soins du tout. L'équipe médicale offre ses services à toutes les parties en présence, que ce soit les forces gouvernementales, celles de l'opposition ou les civils. Dans la ville de Koutoum, à 20 km de Bir Meza, le docteur Ouranga se rend au domicile d'un membre des forces armées gouvernementales soudanaises pour une consultation post-opératoire. Nous favorisons le passage, nous passons la ligne de front, et nous sommes acceptés des deux côtés. Aujourd'hui, le CICR est la seule organisation qui peut rentrer dans le Djebel Mara et progressivement délivrer un service sans être menacé ni par les uns ni par les autres. C'est en gardant un contact permanent avec tous les groupes armés en présence que les délégués du CICR peuvent continuer à faire leur travail. Un cours de premier secours pour un groupe de combattants de la SLA. C'est aussi l'occasion pour le CICR d'expliquer ses principes de neutralité et d'impartialité, ainsi que son action concrète sur le terrain. Dans plusieurs régions du Darfour, la guerre a interrompu le fonctionnement des services de santé publique. La population a donc aussi besoin de soins élémentaires et pas seulement de médecine d'urgence. Travailler en délocalisation, c'est aller au chevet du malade et c'est répondre de manière la plus adéquate. Ils sont blessés, c'est l'équipe chirurgicale. Ils ne sont pas blessés, ils ont les maladies normales pour ce genre de climat. La grande majorité de celles-ci va être traitée par les soins de santé primaire. Le risque d'être attaqué empêche beaucoup de monde de se déplacer trop loin pour consulter un médecin. Le CICR a donc installé 12 postes de santé pour répondre aux besoins pressants dans différents endroits du Darfour. Les patients qui s'y présentent proviennent de différentes communautés. Ces centres de soins offrent différentes prestations, consultation prénatale, prévention du paludisme ou vaccination. Et en fait, pour ces femmes, c'est souvent la première fois de leur vie qu'elles voient un médecin.
Dans les communautés nomades du nord Darfour, le chameau est le plus noble des animaux. Il fournit de la nourriture, un moyen de transport et des revenus. Mais depuis le début du conflit, le vol des troupeaux et le blocage des voies traditionnelles de transhumance ont empêché les nomades d'avoir accès à leur pâturage. Et comme il n'y a plus de vétérinaires, les animaux périssent de différentes maladies. En été 2005, le CICR a lancé un vaste programme de vaccination animale. 300 000 chameaux, vaches et chèvres ont été vaccinés contre des affections mortelles. Grâce à la vaccination de nos animaux, nous espérons pouvoir continuer à vivre dans le désert. Sinon, nous ne pourrions pas y rester. Sans leurs animaux, les bergers nomades n'auraient eu d'autre solution que d'abandonner leur habitat traditionnel et se réfugier dans des camps. Ils seraient devenus complètement dépendants de l'assistance. Le CICR s'efforce d'aider les populations locales à conserver leurs moyens traditionnels de subsistance. Petites annonces. Si vous avez envie de parler de télé, que vous êtes d'origine du Portugal, des Balkans, d'Italie ou de France et que vous regardez la chaîne suisse, vous êtes invité à participer à un projet de recherche de l'Uni de Fribourg qui aura lieu pendant 2 heures de temps. Ce sera le vendredi et le samedi 3 mars à Genève. Vous êtes intéressé, vous pouvez appeler avant le 20 février Madame Hauser au 026 383 15 ou fiona.euser@unifr.ch. Ensuite, vous êtes passionné de cinéma, vous aimez discuter des films que vous avez vus hors du commun. Vous pouvez faire partie du prix du public pour la 21e édition. Le Festival international du film de Fribourg recherche donc des bénévoles pour son édition du 18 au 25 mars. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez passer au studio. N'hésitez pas, vous pouvez participer donc depuis l'âge de 18 ans. Et il faut être domicilié dans le canton de Fribourg, de Berne ou de Vaud, mais je vous en dirai plus si vous passez au studio. Vous pouvez aussi participer demain à partir de 19h30 au centre socioculturel de la Bourdonnette à une discussion, à une rencontre pour parler de la fête du quartier. Dans les sorties cette semaine, vous découvrirez un tout nouveau Bourdosique avec Shurikan et Freeman qui étaient au D-Club. Dans les extérieurs, vous verrez un reportage de Télé-Objectif Réussir sur Danny Stoller, vendeur de journal, ainsi que dans les extérieurs, non pas du tout, c'est dans les rétrospectives que vous retrouverez le radeau del Portugal, une concentration de motards. Et c'est ainsi que cette semaine s'achève Bourdeau News. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. N'oubliez pas les gens que vous aimez très fort. Alors, à la semaine prochaine.